Comme je sais que ça vous avait manqué, je vous ai préparé une nouvelle vidéo sur un texte de loi. Bonjour à tous, c'est Deru et bienvenue pour un nouveau DeruTech. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un texte fondateur français sur les droits et les libertés de l'informatique et plus tard sur Internet, intitulé la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mieux connu sous le nom de loi informatique et liberté. Bien que ce texte ait 45 ans, il est toujours en vigueur et a reçu une mise à jour en 2004. Petit point histoire. Début 1970, l'INSEE profite du passage à l'informatique pour passer ses cartes perforées, ancêtre de la disquette, également ancêtre du CD et de la clé USB, vers des bandes magnétiques et décide de centraliser leur répertoire d'identification. Cela aboutit à la généralisation de l'utilisation du numéro d'identité du français, abrégé en NIR, et plus connu sous le terme de numéro de sécurité sociale par les administrations françaises. En 1971, naît le projet Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, dont je vous ai parlé très rapidement dans une précédente vidéo, puisqu'il s'agit du projet ayant provoqué la création de la CNIL, suite à l'inquiétude des citoyens de se voir tous fichés. C'est donc sous l'élan du ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Poniatowski, qu'est créée la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, ainsi que la CNIL à la même date, le premier étant la raison d'être du second, et le second faisant appliquer le premier. Pour en venir plus précisément à la loi informatique et liberté, elle traite avant tout des traitements automatisés des données personnelles. Je ne vais pas vous faire une liste non exhaustive de types de données à caractère personnel, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Un peu comme la RGPD, mais la RGPD est plus une uniformisation européenne remodelée et bien plus précise et plus stricte des traitements des données à caractère personnel. Cette loi comprend plusieurs dispositifs, l'obligation de déclarer auprès de la CNIL les fichiers contenant des données à caractère personnel, l'interdiction de collecter des données à caractère sensible, c'est-à-dire relatives à la religion, la santé, la politique, etc., sauf exception, le principe de collecte loyale de données, l'obligation d'assurer la sécurité de l'ensemble des données collectées, l'obligation d'informer les individus concernés de la collecte de leurs données, le droit d'accès, la modification et la suppression des données en question. On pourrait presque croire que la RGPD a été basée sur ce texte de loi français, mais il est plus probable que la plupart des pays européens aient mis en place des contrôles similaires sur les données personnelles de leurs citoyens. Là où je me questionne, à titre personnel, c'est qu'il a fallu attendre 2018 et la mise en application de la RGPD pour que les entreprises se conforment à ces obligations, du moins de manière plus visible. Pour en revenir à la loi informatique et liberté, elle inscrit le droit de l'informatique dans le cadre des droits de l'homme, afin d'éviter les abus réalisés avec les fichiers sous le régime de Vichy, même s'il ne s'agissait pas d'informatique. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles et publiques. Voilà qui pose des bases claires et saines pour le travail de la CNIL. Pour ce qui est du droit des particuliers, qui ne concerne qu'un tiers à peu près du texte, le texte comprend quand même à peu près 120 articles, ce qui doit en faire une très bonne lecture de chevet pour s'endormir. 4 points sont essentiels. Le droit d'information, selon lequel toute personne a le droit de savoir si elle est fichée et si oui, dans quel fichier. Le droit d'opposition qui autorise toute personne ayant un motif légitime, même si ça reste assez vague, à s'opposer à ce qu'elle figure dans un fichier. De plus, toute personne peut s'opposer à ce que les données la concernant ne soient pas utilisées à des fins de prospection, donc commerciales. Ce qui me laisse penser qu'avant l'application de la RGPD, tout le monde s'en badigeonnait allègrement les parties avec le pinceau de l'indifférence de la loi informatique et liberté. Le droit d'accès qui permet, après vérification de l'identité, de consulter ces données personnelles, et le droit de rectification, complémentaire au précédent, qui permet à une personne de corriger, compléter, actualiser ou faire effacer des données la concernant. Là-dessus, la RGPD, encore une fois, ne fait que conserver et ajouter d'autres droits aux particuliers dont les données sont collectées. Mais bien entendu, qui dit évolution de l'informatique, dit aussi évolution des traitements de données à caractère personnel, et c'est pourquoi la loi du 6 août 2024 est venue apporter des modifications. Cette loi a par la suite été complétée par des décrets de 2005 et 2007. Il y a 3 modifications majeures apportées par la loi du 6 août 2004.
La première, ce sont les nouvelles règles de déclaration des fichiers. Cette loi, en plus d'harmoniser partiellement les règles de déclaration des fichiers entre le secteur public et privé, demande également au secteur public de faire une déclaration des fichiers et d'attendre le récépissé de la CNIL, comme c'était déjà le cas pour le secteur privé, contre une demande d'autorisation de la CNIL auparavant. De plus, cette modification introduit la possibilité de sanctions pénales en cas de non-respect de la loi informatique et liberté. La CNIL peut donc commencer à mettre de gros taquets. La CNIL peut également contrôler les locaux d'une entreprise entre 6h et 21h. Ça, c'est la deuxième modification majeure. Et comme troisième ajout important, la loi prévoit la nomination d'un correspondant informatique et liberté pour tout organisme, qu'il soit public ou privé, qui est chargé d'assurer l'application des dispositions de la loi informatique et liberté au sein de l'organisme. Cette personne est censée agir de manière indépendante de l'organisme ou l'entreprise dans cette fonction et peut saisir la CNIL au risque de ne plus être apprécié par son employeur ou son client s'il s'agit de quelqu'un d'externe. Le 23 août 2010, une proposition de loi votée en première lecture au Sénat rend obligatoire dans son article 3 le correspondant informatique et liberté dès l'instant qu'un organisme traite des données à caractère personnel. À la fin des années 70, l'Organisation internationale de la police criminelle, l'OIPC, connue comme Interpol, a décidé d'informatiser ses bases de données. Le problème, c'est que l'organisation est basée à Saint-Cloud, en France, et à Lyon depuis 1989, et est donc soumise à la loi informatique et liberté. Ce qui sous-entend également que la République française a accès aux informations détenues dans les locaux d'Interpol via la CNIL. Là où c'est problématique, c'est que les données détenues par Interpol appartiennent aux pays membres et que cela donnerait accès à la France à des données qui ne concernent plus ses citoyens et risquerait de compromettre la coopération internationale. C'est pourquoi en 83 et 84, deux textes sont mis en place pour définir un cadre à l'organisation, définir l'inviolabilité des fichiers Interpol et mettre en place une autorité de contrôle interne et non nationale. Globalement, après la vidéo que j'ai faite sur la RGPD, rien de bien nouveau, si ce n'est un peu plus de contexte historique. Actuellement, la loi informatique et liberté représente plus la marge de manœuvre nationale prévue par la RGPD, plutôt que de regrouper l'ensemble des lois concernant l'utilisation de l'informatique. Mais de prochaines vidéos sur d'autres textes de loi concernant l'informatique ou les libertés sur Internet ne sont pas à exclure. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, bonne soirée, bonne journée, et n'oubliez pas, la sécurité est l'affaire de tous. Ciao! Insérer blague sur Apple ici. Blague sur Apple ici. Bon, c'est bon, ça, on a compris. Dont je vous ai parlé très rapidement dans une précédente vidéo. En fait, je n'ai pas tourné, mais je me suis gouré de l'ordre de tournage.